Voyage en récit, Claire Richard. et Geoffroy Scribe. Claire Richard, nous nous rencontrons ici à Brest à l'occasion du festival Longueur d'onde pour lequel vous êtes venu de Paris. Festival qui, vu l'événement ici dans les Capucins, rassemble quand même pas mal de monde. Alors nous n'allons pas nous voir dans le cadre précisément de ce festival, plutôt à l'occasion, mais pour parler du dernier livre que vous avez écrit, intitulé Des mains heureuses, une archéologie du toucher chez Traverse. Alors auparavant, on peut citer quand même d'autres publications, Young Lords, Histoire orale des Black Panthers Latinos chez l'Échappée et Les chemins du désir. Et vous êtes évidemment impliqué dans un travail radiophonique également. Alors, première question toute simple, peut-être pour aborder ce livre, Des mains heureuses, une archéologie du toucher. Moi, le mot qui m'a marqué, c'est archéologie. Vous aviez l'impression de remonter à des sources, peut-être de remonter, à une ancienneté du toucher, savoir qu'est-ce qu'il voulait dire à travers les générations. Ouais, effectivement, l'idée de l'archéologie, qui est un terme qui peut sembler un peu pompeux, c'est effectivement que moi, je me suis interrogée sur le toucher donc au moment du confinement, donc comme beaucoup d'entre nous, sur la place du toucher dans nos vies. Mais sur un plan personnel, mon point d'entrée, c'était la question de la maternité et du coup d'un moment de la vie, c'est-à-dire avec l'arrivée d'un nouveau-né, c'est-à-dire une conscience très étrangère, très neuve, qui ne parle pas, avec qui du coup le lien se crée et qui est un lien évidemment existentiel parce que c'est son arrivée au monde et qui se crée principalement par les mains, parce que bien sûr que la voix ça joue, parce que quelqu'un m'avait fait remarquer qu'il n'y a pas que le toucher, il y a aussi la voix, c'est vrai, mais en tout cas les mots n'ont pas de sens, le langage n'est pas là, quoi. C'est autre chose qui passe dans la voix, donc c'est beaucoup par le toucher. Et je me suis beaucoup interrogée sur la naturalité de ces gestes-là, en fait, parce que en tant que personne, moi je me définis comme féministe, et donc se retrouver soudain en train d'incarner, en fait, et de faire ces gestes millénaires, de bercer un enfant, de langer un enfant, d'essuyer les fesses d'un enfant, d'allaiter, de jouer avec lui, ça m'interrogeait beaucoup aussi sur comment ces gestes se transmettent, quoi, parce que c'est comme si, voilà, il y a une forme de naturalité, personne vous apprend à bercer un enfant. Il n'y a pas de moment à la maternité où on dit alors aujourd'hui on va regarder, alors bon, l'allaitement un peu quand même, mais en vrai très peu par rapport à la réalité de ce que ça représente. Voilà, donc c'était un peu cette question de comment on apprend à toucher, d'où nous viennent ces gestes, et à travers ça l'idée de dans chaque geste en fait, parce que là pour le coup les gestes, c'est les façons dont on interagit entre personnes en se touchant, c'est pas des gestes techniques. On est un peu à la croisée de gestes dont on hérite, de formes dont on hérite. On n'invente pas de rien nos gestes, et en même temps d'endroits où on les réinvente. Et donc après cette question-là, j'ai voulu aussi demander à plein de gens qu'est-ce que ça représentait pour eux le toucher. C'est-à-dire que ce sont des gestes qui, naturellement, quand nous-mêmes sommes bébés, nous ne nous en souvenons pas plus tard. Et donc c'est quelque chose qui, vous, en tant que mère, vous découvrez, une pression, si je puis dire, de ces gestes-là, de votre toucher par rapport à votre enfant. Vous dites, tiens, certains gestes me viennent plus facilement que d'autres, c'est ça ? Ouais, il y a quand même un peu cette interrogation de se dire d'où ça vient, et puis après d'observer effectivement que à certains endroits, pas tous, mais mon compagnon et moi, on n'a pas les mêmes gestes. On va pas jouer avec notre fils de la même façon, que mon compagnon, il va avoir tendance à le jeter dans les airs, beaucoup plus avoir des jeux plus physiques. Et comme je suis nourrie de sciences sociales, sur les questions de genre et tout, je sais que c'est aussi des choses qui sont étudiées sur le fait que on n'a pas les mêmes gestes quand on est socialisé comme une petite fille ou comme un petit garçon, puis comme une femme et comme un homme. Mais c'est toujours assez troublant de l'observer en soi. C'est-à-dire que vous examinez la différence entre l'origine naturelle de tel geste et l'origine sociale de tel geste ? C'est ça que vous essayez de déterminer ou d'examiner à travers votre propre enfant et votre relation à lui ? En tout cas, je m'interroge. D'accord. C'est plus une description parce que pour le coup, je suis pas sociologue. Enfin, c'est une exploration poétique de ça, mais ça m'interroge dans chacun de ces gestes. Et après, il y a d'autres choses aussi de ce que, évidemment, c'est pas que une réflexion froide comme ça, ou distanciée sur ces gestes-là. C'est aussi d'essayer de décrire qu'est-ce qui se passe dans ces petits gestes très communs, très banals. C'est vraiment des gestes banals.
mais existentielle. Et c'est un peu ça, que pour moi, c'est comme ça que j'avais envie de décrire la maternité, qui est quelque chose qui semble extrêmement banal, parce que c'est très commun, c'est très courant. Bah, aujourd'hui, sur cette planète, c'est banal à hauteur de 8 milliards d'êtres humains, Voilà, donc quelque part. c'est très Mais très en même temps, c'est unique à chaque très... fois. Mais c'est existentiel. Et Voilà. donc c'était de décrire, ouais, dans les gestes qui la composent, ces basculements-là. Parce qu'on sent un regret à vous lire certains passages, notamment quand vous déménagez. Vous devez emménager l'appartement, faire des travaux, etc. Et effectivement, vous vous rendez compte que votre compagnon, votre mari va beaucoup plus vite que vous sur certaines tâches, parce que peut-être que c'est son dada ou qu'il sait faire, ou que voilà. Mais pour autant, moi je me suis vu dans votre propos, à votre place. C'est-à-dire que le jour où j'ai dû refaire mon entrée d'appartement, c'est une amie qui m'a aidé. Je ne savais rien faire, en fait. Et donc je me suis dit, mais la question que j'avais envie de vous poser, c'est quelle est pour vous la place de l'altérité? C'est-à-dire l'altérité à la fois dans le fait que quand on dit qu'une montagne est altérée, c'est par le vent, par les précipitations. Donc il y a l'idée d'une usure, mais par cette usure, il y a aussi l'idée du contact. Et c'est là où j'en arrive au toucher, c'est qu'il y a une altérité aussi des corps. C'est-à-dire qu'on peut trouver une belle altérité dans les différences, c'est-à-dire vous adulte, votre enfant, votre mari, son enfant, la différence entre vous deux avec cet enfant. Et donc il y a à la fois usure, il y a contact, et puis il y a une beauté aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire la place de l'altérité? Enfin, j'entends ce que vous voulez dire par l'altérité, mais En lisant le passage de la réfection de l'appartement, ou voilà, les rénovations que vous entreprenez, en plus, il faut aller vite parce qu'il faut préciser pour les auditeurs, c'est en pleine crise de Covid, donc il y a les confinements, donc il y a les horaires, il y a les sorties, enfin c'est assez compliqué. Et j'avais l'impression que vous étiez vraiment dans le regret de ne pas pouvoir l'aider plus que vous auriez voulu par rapport à ces gestes-là. bah, je pense que moi j'ai quand même une grille de lecture. Enfin, grille de lecture, c'est pas vrai, mais je veux dire, j'ai une vision politique et féministe des choses, même si tout ne s'y résume pas et on pourra y revenir. Donc, moi, ce que je vois dans ces moments-là, c'est quelque chose qui s'incarne d'un rapport genré aux choses, même Ah. si, comme vous le disiez, tous les hommes ne sont pas bricoleurs. Mhm. Et à l'inverse, toutes les femmes ne sont pas aussi démunies que moi face au bricolage. Je suis bien d'accord. La preuve. Voilà, La preuve. évidemment. Mais en tout cas, moi, dans notre cas et dans ma vie à moi, je le lis comme ça et je pense que il y a quand même des tendances générales. Euh, Est-ce que ça a été une souffrance pour vous de le constater au moment oui, de cette arrivée de l'enfant et oui, donc des travaux? ouais, bien sûr, parce que c'est quand même c'était une frustration énorme de constater non pas tant que je pouvais pas l'aider, mais Ouais. que j'étais empêchée dans mon corps. Qu'il y avait des gestes que j'avais pas appris, que je savais pas faire, que j'ai pas appris, enfin, Mais- qu'on ne m'a pas appris et que je ne suis pas allée apprendre toute seule. Hein. Mais c'est de constater aussi, en fait, ses limites. Vous en vouliez-vous? Euh... Parce qu'il y a aussi quelque chose de naturel, quelque part. C'est-à-dire de Bah, naturel. j'avoue que si moi on me demande de porter un truc de 150 kilos, je vais avoir du mal. Mais Ah oui, je vais pas me culpabiliser parce que j'y arrive pas. Enfin, c'est un exemple qui me vient très vite comme ça, mais en fait, je me culpabilisais pas forcément de pas savoir. Est-ce que je me culpabilisais? parce que on pourrait presque le penser en vous lisant. Alors après, la Et ça culpabilité. m'a interrogé. Alors la culpabilité, en tant que femme, je pense que c'est. Mais pour moi, mais je veux dire, pour en discuter beaucoup autour de Oui. moi, la culpabilité, ça fait partie de l'expérience d'être une femme, puisque c'est un peu. On est un peu au croisement de plein d'injonctions, Oui. souvent contradictoires. Et donc ça place Oui. souvent les femmes en position de culpabilité, c'est-à-dire de devoir être à la fois. C'est des banalités que je dis, mais quand même c'est vrai. À la fois, je sais pas moi, mère et en même temps avoir une super carrière, ou pas mère, mais en même temps après, en fait quand même on va leur faire sentir que c'est plus facile d'avoir un enfant parce que c'est plus normé, etc. Donc plus, ouais, peut-être j'ai ressenti de la culpabilité, mais aussi, ouais, un peu cette espèce de frustration, mais c'est peut-être moins enfin c'est un mélange de m'en vouloir à moi et de reconstater l'immobilité un peu enfin la lenteur à bouger des Oui, oui, structures, je quoi. comprends. En même temps, on vous demande l'impossible aujourd'hui aux femmes. Enfin, beaucoup de femmes, on demande l'impossible. Enfin oui, 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 si sûrement. Ça me faisait penser au mot de souffrance. Il y a un passage du livre sur lequel je pense que j'aimerais personnellement beaucoup revenir. C'est le passage sur l'EHPAD. Ouais. Ça m'a bouleversé. C'est-à-dire que vous avez une amie qui
psychologue et qui accepte d'aller donner un coup de main dans un EHPAD du 93. Et c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est des situations auxquelles elle ne s'attendait pas. Et là, il y a un rôle du toucher, mais qui est... je ne vais pas lire tout le passage, c'est très long comme chapitre, c'est un des plus longs, il me semble. Et elle dit, au-delà du fait de ne pas pouvoir administrer de morphine à certains patients qui vraiment en nécessitaient, ce qui était très compliqué, c'était de voir des gens mourir et de ne pas pouvoir leur donner la main. Et moi, ça m'a fait écho à un enterrement auquel j'ai cité quand j'étais enfant. Et la personne qui avait célébré l'enterrement avait rappelé justement, c'était une femme d'ailleurs qui avait prononcé ce discours-là, le rôle du toucher, et que parfois, à la fin d'une vie, c'était le seul lien qui restait avec la personne qui allait mourir. Et pour ceux qui restaient, c'était peut-être parfois le dernier souvenir dont ils en avaient. Je me suis dit, ce toucher-là, eh bien, il y a des choses qui passent. C'est-à-dire qu'on n'effleure pas seulement la personne. Certes, on peut l'effleurer, mais par cet effleurement, on peut aussi être touché en profondeur. Et est-ce que c'était ce que vous vouliez nous dire aussi dans ces pages de ce livre ? Oui, absolument, qui est que... alors dans le cas de Eva, donc cette psychologue qui est appelée en EHPAD, et qui est ravagée par à la fois ce qu'elle voit, puisque tout le monde meurt, et que beaucoup de gens en fin de vie dans un EHPAD, dans des conditions vraiment minables, meurent sans contact physique. Je pense que ça dit à la fois la violence nue de ce qui s'est passé pendant le confinement dans ces endroits. En même temps, elle dit aussi que les infirmières, les aides-soignantes dans cet EHPAD, elles baissent le masque, Oui. Elles caressent les bras des... Il y a des moments d'humanité qui sont, Ouais, c'est ça. qui sont grandioses, si je puis dire. Et en même temps infimes. Et peut-être grandioses parce qu'infimes. Bah effectivement, c'est ça que moi je voulais dire autour du toucher, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas moi les expériences que je suis allée recueillir, puisqu'il n'y a pas du tout que mes expériences dans ce livre, loin de là, c'est des choses qui sont effectivement petites, mais grandioses et existentielles. Alors dans le cas de la mort, c'est particulier, parce que là pour le coup c'est vraiment profondément existentiel, c'est l'achèvement d'une vie évidemment. Et il y a plusieurs témoignages, celui d'Eva, qui est dans des circonstances tragiques, et on retrouve à la fin du livre deux autres paroles autour de ça, qui est d'une ancienne infirmière et d'une aumônière, qui intervient dans un service d'oncologie pour enfants et adolescents, et où elle, son rôle, c'est de soutenir les parents qui le demandent, et elle les prend dans les bras. Et elle raconte ça, et c'est bouleversant. Oui. Elle dit... il y a des mères qui sont en train de perdre leur enfant et qui me demandent de les serrer dans les bras pour les rassembler parce qu'elles sont en train de se dissoudre. Et donc je crois que ce que ça nous dit, c'est que vraiment à la toute fin, c'est le dernier... En fait, c'est toujours ça, c'est que c'est des banalités à dire, mais que c'est vraiment très très profond, profondément existentiel, et qu'on est rattaché aux autres par ces touchés-là. Et puis, dans ce monde qui est quand même très sonore aujourd'hui, il y a de la musique partout, eh bien, souvent, ces gestes-là se font en silence. Alors, je vais faire, puisque nous sommes dans une émission de Voyage en récit sur RCF, une émission essentiellement littéraire, je vais lire un petit passage, je vais me dire si jamais cela vous touche, justement. Nous sommes dans Citadelle de Saint-Exupéry. Celui-là que le cancer travaille, tu le vois se mordre les lèvres et se taire, sa souffrance se changeant au-dessus du remue-ménage de la chair en arbre spirituel qui pousse ses branches et ses racines dans un empire qui n'est point des choses, mais du sens des choses. C'est pourquoi t'angoisse plus fort la souffrance qui se tait que la souffrance qui crie. Celle qui se tait remplit la chambre, remplit la ville, et il n'est point de distance pour la fuir. La bien-aimée, qui souffre loin de toi, si tu l'aimes, te voilà dominé où que tu sois par sa souffrance. Tout cela se fait en silence, et je voulais savoir si vous aviez pensé, en écrivant ce livre, en travaillant sur ce livre, au rapport qu'il pouvait y avoir dans nos rapports physiques, sensoriels, du toucher, qui sont souvent en silence. Parce que dans l'EHPAD, on peut imaginer qu'elle a pu serrer des mains de personnes allant mourir, ou vraiment mal en point, très âgées, qui ne pouvaient peut-être même plus parler, et tout cela se faisait en silence. Ouais, c'est juste. Alors, je pense que j'y ai pas pensé dans ces termes-là, mais c'est assez proche parce que moi, mon idée, c'était de déplier ces gestes auxquels on prête peu d'attention. Oui. Et de leur... comme les mettre sous une loupe, quoi, ou comme un truc un peu de phénoménologie, Oui. qu'on décrive toutes ces unités-là, quoi.
Donc c'est assez lié. Et puis il y a le rapport aussi à la création, je veux dire par là, aux œuvres d'art. Vous dites à la fin d'un chapitre, tenu par la puissance de ce contact, ce désir d'englober et d'être tout, je me demande s'il est possible d'avoir un toucher comme un regard devant une œuvre, un toucher qui aime sans vouloir posséder. C'est magnifique parce que souvent, lié au toucher, on pense aussi au phénomène de la main. Et la main, un des premiers gestes du nourrisson, c'est de se refermer, de s'ouvrir, de se refermer. Quelque part, on peut déjà imaginer l'idée d'une possession. Mais quand on est devant une toile dans un musée, eh bien, il y a un toucher, il y a quand même une rugosité, si je puis dire, de l'œuvre d'art, que ce soit une peinture, une sculpture. Donc il y a un lien aussi qui n'est pas que visuel, en fait. Vous pensiez à ça, justement Je pensais plus, peut-être moins à ça au fait que du sentiment esthétique qui est d'apprécier quelque chose dans sa complexité, dans sa profondeur, sans que se pose la question de la possession. Puisque je ne suis pas collectionneuse d'art, j'achète pas d'art. Donc quand je vois des œuvres d'art, quand je lis un livre, quand j'écoute une musique, quand j'écoute un podcast qui m'émeut, je me pose pas la question de la possession. Et donc c'était un peu cette question plus généralement de la relation. Est-ce que il me semblait, et il me semble un peu toujours, que la relation à l'œuvre d'art, elle pourrait préfigurer ce qui serait une sorte d'un idéal de la relation, d'aimer pour sa complexité, sa profondeur, et quelque chose qui ne cesse de s'approfondir, sans chercher à posséder. Oui. Et après, ce que je dis, c'est que, parce que moi, dans ce livre, pour moi, la relation que j'examine, c'est celle qui se tisse avec mon très jeune fils. Oui. C'est que je ne sais pas si c'est possible, mais c'est une question ouverte. Est-ce que vous rendez grâce justement pour cette relation qui vous est donnée, vous, en tant que mère, par rapport à ce fils Alors de tout ce qui se passe quoi, entre vous et lui Ouais, je rends pas grâce parce que je pense que c'est pas. Dans mon système, il n'y a pas. Non, mais ça vous est donné, quelque part, de le vivre. Je sais pas si je le dirais comme ça, mais je crois que je vois. Je sais pas si je me dis ça comme ça. Parce que c'est un choix qu'on a fait aussi. Enfin, je veux dire, après, on a eu la possibilité d'avoir un enfant. Oui. Mais c'est pas tant que ça nous est donné, c'est qu'on a fait le choix d'avoir un enfant et Ouais, qu'on a mais pu avoir un enfant. tout ne dépendait pas que... Enfin, Non, c'est vrai. il y a des couples qui choisissent d'en avoir puis qui n'en ont pas. C'est vrai. Ça, je m'en rends compte un peu, mais je dois dire que c'est pas en réalité, même si théoriquement, je pourrais vous dire, bien sûr, on a une grande chance, et c'est vrai, mais c'est pas le truc auquel je pense constamment. Je sais pas comment dire. Ouais, si régulièrement je me dis c'est une chance de l'avoir, mais c'est plus C'était pas une mécanique obligatoire. non, Vous c'était voyez ce pas que une je veux dire mécanique Ouais. obligatoire, mais je le vois pas comme quelque chose qui nous est donné. Pour moi, je le vois plus comme alors effectivement il s'avère que on n'a pas eu de problème à avoir un enfant, mais on a fait un saut dans l'inconnu. Oui. Moi j'ai fait un saut dans l'inconnu, et cet inconnu se révèle plus me donne beaucoup plus que ce que je pouvais anticiper. Oui. C'est plus ça. Parce qu'on sent au départ votre surprise, le fait de ne pas savoir gérer telle ou telle situation, de voir que ça prenait un temps fou, mettons. Et puis peu à peu, les choses se mettent en place. On sent. Mais ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, c'est pas facile. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Enfin, en vrai, je crois que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Mon fils dormait pas, j'étais hyper fatiguée. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Et de devoir travailler en même temps et tout ça. Et en fait, je pense que l'écriture de ce livre, le fait de... Du coup, je prêtais une attention particulière à plein de moments. Pas parce que je savais que j'allais les raconter, mais du coup, je tenais une espèce de journal de tous ces gestes. Et en fait, je crois que ça m'a donné du coup une sorte de qualité d'attention et de présence, peut-être encore plus. Et que l'écriture, c'est ça, quoi. C'est se donner un instrument, un faisceau, pour se donner une raison d'avoir une attention plus grande à un endroit, ou avoir une attention plus grande à quelque chose, à déplier quelque chose. Et en fait, là, du coup, c'était ça. En fait, je pense qu'aussi cette écriture, le projet de ce livre, qui venait un peu, enfin non, qui est arrivé au moment de la grossesse, mais parce que c'était le confinement, pas parce que c'était la maternité, il m'a permis aussi de trouver, je crois, ma place, mais là, intime, dans cette expérience-là, quoi. Et à ce moment-là, donc, on va dire, de votre fatigue de jeune mère, vous participez à des manifestations à Paris. Et je retiens le moment où c'est un jeune garçon qui est là, un jeune homme qui est là, et
il vous prévient que ça peut déborder, Ah oui. il vous dit de faire attention, et vous le prenez mal, si j'ose dire, parce que vous êtes habillé, vous dites, Non, avec non. avec une robe des années 50, je me rappelle de ça dans le détail, et vous transportez un énorme sac plein de bouquins. C'est ça, hein. Ouais. Mais ça, justement, oui, oui. Alors ça, c'est un souvenir qui s'était passé il y a quelques années. Non, je le prends pas mal. Je trouve ça assez drôle. Mais en fait, Ah, d'accord. Parce qu'à la lecture, je me suis dit, tiens, elle a vraiment mal pris Ah non, pas du son tout. conseil de se dire, faites attention, ça peut déborder. Ah non, au contraire, il est vraiment gentil. Et c'est juste que je me dis à ce moment-là, parce qu'il me dit attention, madame. Mais c'était il y a quelques années. J'avais pas d'enfant. Et je m'étais dit, c'est marrant, il m'appelle vraiment madame. Parce que de Ah, c'est fait, le tout le monde madame. est habillé en black bloc. C'est une manif sauvage. Tout le monde a plutôt des cagoules et des jeans noirs et des foulards noirs. Et moi, je suis là avec ma robe cintrée et mon livre plein de bouquins, puisque du coup, c'était au moment de Nuit debout, Donc vous apportiez des bouquins. des occupations. Bah justement, en fait, sur la place de la République à Paris, à Nuit debout, il y avait une bibliothèque collective qu'on appelait une D'accord. bibliothèque des communs, où les gens pouvaient prendre des livres et en donner. Et moi, je faisais partie de ce projet, donc là, je ramenais des livres chez moi, quoi. Mais comme il y avait, Ah, je m'étais dit, ah, bah, je vais suivre cette manif. Et du coup, je raconte ça parce que au bout d'un moment, cette manif, donc une manif sauvage qui n'est pas autorisée, c'est les cortèges comme ça, c'est assez fou parce qu'il y a une sorte d'énergie un peu dingue dans ces endroits-là. La police arrive, et tout le monde s'enfuit, et moi je m'enfuis aussi avec mon sac de livres et ma robe cintrée, et je tombe devant un policier qui m'attrape le bras, mais avec vraiment aucune conviction, et qui me laisse oui. partir. Clairement, vous n'étiez pas sa cible, quoi. Voilà, et en fait c'est juste que ce que je raconte de ce souvenir, c'est Oui. que ce toucher du policier me rappelle que je peux me balader dans une manif anarchiste. Oui. Le fait que j'ai l'air blanche et de classe moyenne sup fait que on peut pas me confondre avec d'autres, que je suis un peu protégée, quoi. C'était un peu sur la Ah, question des places sociales. d'accord. C'était ça l'idée de ce souvenir-là. Alors, puisque vous abordez la question de la place sociale, et que nous sommes sur les radios chrétiennes francophones, j'avoue qu'en lisant le titre, une archéologie du toucher, je me suis demandé jusqu'où vous alliez remonter. Et en tant que chrétien, je me suis dit, est-ce qu'elle va parler du toucher au niveau de la religion? Et je pensais à un truc tout simple. Je pense à cette foule qui entoure la personne du Christ, et ses apôtres sont très étonnés, parce qu'il se retourne vers eux, il leur dit, qui m'a touché? Enfin, question étonnante, puisque le monde se presse autour de lui pour l'aborder, le toucher, lui poser une question, etc. Parce qu'il a senti une force sortir de lui, et c'est cette vieille femme qui arrive péniblement à, du bout de sa main, à toucher sa tunique, et par là, à obtenir une guérison miraculeuse, parce qu'elle avait la femme hémorroïde, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Et je me suis dit, mais là, il y a un exemple de toucher qui se fait quelque part en silence, malgré la Mmh. foule. Une force sort de lui alors lui ne la contrôle pas, il ne sait pas. Et, et elle obtient finalement ce qu'elle cherche depuis des années, puisque le texte précise qu'elle avait vu des médecins pendant des années et qui n'avaient fait que aggraver son cas. Et je me suis demandé si, là c'est un exemple particulier, mais est-ce que le toucher qu'on peut lire dans maintes et maintes pages de guérison, les lépreux c'est la même chose, les Mmh, aveugles, mmh, ils leur mmh, touchent mmh. les yeux, et à chaque fois ce sont des gestes faits en paix. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant parce que je me suis beaucoup posé la question. À côté de chez moi, il y a une église, un culte dont le nom m'échappe. Antoine quelque chose. Mais en tout cas, l'idée, c'est beaucoup autour de la guérison D'accord. par les mains. C'est une sorte de... Bon, je sais plus à quel... Parce que c'est plutôt de l'orthodoxie qui dévie, enfin, il dérive, ou je sais plus. D'accord. Mais en tout cas, je me suis beaucoup posé la question d'aller voir. Je me disais que ce serait vachement intéressant. Mais en fait, pour ce livre, j'avais pas non plus envie d'aller chercher D'accord. des histoires. Et donc j'ai fait un appel à témoignages, et donc parce que je me suis dit je prendrai ce qui arrive, puisque tous Ah. les gestes pour moi, je voulais pas faire, dans ma tête il n'y avait pas de hiérarchie Non, 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 entre eux. mais Non, mais je dis pas que voilà, et donc si j'avais reçu des messages, des témoignages autour de ça, je les aurais inclus volontiers, mais ça s'est pas présenté. Et comme j'avais décidé de faire une collecte très organique, hmm, qu'on m'envoie des messages ou alors qu'on me parle de quelqu'un qui fait ça, oui. voilà, ça s'est pas présenté. Parce que, alors, un autre sujet que vous abordez, au-delà de ce sujet particulier du geste
je vais dire, chez les religieux, on peut penser au sacrement de l'ordre. En fait, partout, on emploie les mains. Il y a une imposition des mains quand on ordonne quelqu'un. Le prêtre lève la main aussi quand il bénit ou qu'il confesse, etc. Mais sur un tout autre plan, vous examinez aussi le rôle du geste du côté de la pornographie. Sujet pour lequel je crois que vous avez écrit un autre livre qui a eu un retentissement assez célèbre. D'ailleurs, vous dites quelque part, j'ai eu beaucoup plus évidemment de questions ou de témoignages à faire sur ce livre-là, plutôt que celui-ci, le dernier sur le toucher. Est-ce que vous le regrettez quelque part, cette différence de réception ? Il est encore récent le livre, donc j'espère qu'il aura un peu de retentissement. Mais non, je pense que c'est dans l'ordre des choses. Oui, c'est vrai. Ça me surprend pas particulièrement. Mais par contre, c'est sûr que la question du toucher érotique, elle n'est pas présente dans ce livre. Et c'était un peu un choix, quoi. J'avais pas envie de... Enfin, ça m'intéressait pas, le toucher érotique. Oui. Ou pornographique. Ou pornographique. Alors vous commencez ce livre, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais par nous expliquer, par nous donner un mot qui est rarement employé, le mot haptique. H-A-P-T-I-Q-U-E. Je me suis demandé, c'est vrai qu'on a tous entendu parler de gens qui sont aveugles, qui sont sourds, qui sont muets. Il y a l'agueusie, on a entendu parler avec le Covid, le fait de ne pas avoir le goût, de ne plus avoir d'odorat. Mais y a-t-il des personnes, si je puis dire, inhaptiques ? C'est une excellente question. Je sais pas. J'en ai pas trouvé jamais entendu trace. parler. Moi non plus. J'en ai jamais trouvé trace dans mes recherches, mes lectures. Cela dit, c'est vrai que je me suis pas posé la question directement. J'ai pas l'impression. Mais c'est une bonne question, je sais pas du tout. Pour finir, puisque nous arrivons malheureusement au terme de cette émission, je suis dans le chapitre intitulé « Le hammam, l'enfant et le vieillard ». Une personne qui dit que voilà, elle est en médecine et les gens arrivent cassés et repartent réparés, c'est incroyable. On a le rôle du toucher, réparer le corps humain. Nous avons eu sur cette antenne la chance d'avoir des médecins, des neurochirurgiens, et c'est vrai que là, le rôle du toucher, évidemment, est crucial. Et la personne dit, la question du toucher, tu n'arrives pas à la cerner parce qu'elle file, parce qu'elle est primordiale, colossale, et donc elle est tout. Elle est dans la relation à l'enfant, dont on en a parlé, elle est dans la relation à l'autre, elle est dans la relation à soi, elle est dans la société, elle est dans le politique, elle est dans le féminin, elle est dans le masculin, elle se trouve partout où tu la fouilles, cette question que tu essayes de toucher justement par le toucher. J'ai l'impression que c'était le résumé du livre quelque part. Absolument. Cette réponse. C'est exactement ça. Ouais, c'était très difficile parce que mon but n'était pas du tout de faire un essai sur le toucher. Oui. C'était vraiment pas ça, c'était d'essayer de cartographier un peu ce que ça nous fait sans prétention d'exhaustivité, mais c'était très difficile, exactement pour les raisons que liste Asma, donc cette ancienne infirmière qui parle dans ce chapitre-là. Et j'ai mis du temps à être un peu en paix avec cette idée-là, quoi, que le toucher file et que ce livre n'a pas prétention de l'épuiser, mais peut-être plutôt au contraire de donner ce sentiment de l'omniprésence et de ce qui file et de ce qui s'y joue. Voilà. Mais par évocation, plus que c'est pas une tentative d'épuisement du toucher. Non. Et donc, d'où aussi la forme qui est très fragmentaire et qui mêle des choses personnelles de ma maternité, mais aussi beaucoup de témoignages et aussi des matériaux plus bruts, d'archives, de choses qu'on trouve sur Internet, pour essayer de faire un peu comme une évocation de ce qu'est le toucher, c'est-à-dire quelque chose, comme on l'a dit, qui file, qui contamine et qui contient et du social, et du partagé, et du très intime. Et qui permet aussi de se poser des questions sur le rôle du toucher, la place et la considération que nous accordons dans nos vies à ce toucher. Absolument, ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien que ce livre soit un peu... quelqu'un m'a dit que c'était une sorte de bibliothèque de souvenirs tactiles de plein de gens, dont les miens, mais pas que. Et ça me va bien. Et l'idée que ce soit plein de petites pistes et plein de petites questions qui surgissent. En fait, c'est plus une tentative de faire lever des questions et des sensations autour du toucher plutôt que d'y répondre. Ouais, et d'y penser, exactement. Et d'y penser. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette lecture.